Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. On est en pleine fin de session parlementaire à Québec. Près d'une vingtaine de projets de loi ont été soumis pour adoption. Évidemment, avec 4 jours à faire à la session, ce ne sont pas tous les projets de loi qui seront adoptés. Un de ces projets de loi qui a été déposé, qui a fait l'objet d'une commission parlementaire, c'est le projet de loi 23 pour la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Et ma prochaine invitée est la présidente de CAP Santé mentale qui a participé à cette commission parlementaire et qui est aussi présidente de Entourage Santé mentale. Il s'agit de Mme Sylvie Céleste. Mme Céleste, bonjour. Bon après-midi. D'abord, expliquez-nous ce qu'est ce projet de loi 23. Dans le fond, quand on parle de la loi P38, qui était la loi précédente, c'était la loi qui permettait de faire évaluer, d'offrir une évaluation psychiatrique à quelqu'un contre son gré lorsqu'il y avait présence de dangers graves et immédiats. Nous, ce qu'on souhaitait avec le projet de loi 23, c'est que ce critère-là soit assoupli, c'est-à-dire que l'on puisse intervenir en amont et faire en sorte que la personne puisse bénéficier d'une évaluation dès qu'il y a un potentiel de risque pour elle ou pour l'entourage. C'est ça. Parce que ça, c'est une proposition du coroner qui a analysé le cas d'un décès d'une personne, justement, dans cette situation-là. Et le coroner souhaitait qu'on élargisse donc le type d'intervention qu'on peut faire à ces personnes-là, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est que là, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, on intervient tardivement. On intervient au moment où la personne se retrouve à la rue, où elle n'a plus capacité de prendre soin d'elle-même, où elle est à risque de causer l'irréparable. Donc, souvent, on se retrouve devant des familles qui doivent faire des demandes d'évaluation dans des situations qui sont très critiques. Ce qu'on souhaite, nous, en fin de compte, c'est qu'on puisse intervenir avant que l'irréparable soit commis et aussi faire en sorte que la loi, si on l'assouplit, bien, le fardeau ne reviendra pas uniquement aux familles de faire ces demandes, mais toute l'équipe médicale pourrait là, faire cette demande d'évaluation parce que les intervenants aussi, actuellement, ont les mains liées. Ouais. Ils voient là, les patients se détériorer là, sans pouvoir intervenir. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes quand même assez favorable au contenu du projet de loi 23. Hein? Oui. Nous étions favorables au projet de loi et avec CAP Santé mentale, il faut savoir que CAP Santé mentale, c'est une confédération de 55 organismes. Nous, on est national. Dans le fond, on est présent dans toutes les régions du Québec et notre mandat est d'accompagner toutes les associations de personnes, de membres de l'entourage de personnes ayant une problématique de santé mentale. Donc, c'est sous l'angle des proches que l'on s'est présenté à l'Assemblée nationale afin de dire, écoutez ce que nos proches vivent et faites en sorte qu'ils soient écoutés, accompagnés aussi. On souhaitait que des services soient offerts aussi aux proches par le biais de ce projet de loi-là. Ouais. Bon, ce qu'il faut comprendre pour les gens, là, c'est que le projet de loi donc, va assouplir un peu le type d'intervention qu'on va faire, mais c'est que actuellement, il faut vraiment que le risque de danger soit majeur avant qu'on intervienne auprès d'une personne en difficulté. Ce que l'on veut, justement, c'est de ne pas attendre ce genre de situation-là pour pouvoir intervenir. Oui, c'est quand on parle d'un danger grave et immédiat, dans le fond, c'est la personne qui menace d'attenter à sa vie dans les prochaines heures, dans les prochains jours, ou qui menace de faire du mal à quelqu'un, par exemple. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que lorsqu'une personne est en psychose, on se rend compte que ça fait plusieurs semaines qu'elle ne prend pas sa médication, qu'elle néglige sa santé, qu'elle est à risque de perdre son appartement, qu'elle ne communique plus avec son équipe de soins, que l'on puisse intervenir et ainsi éviter de longues hospitalisations et la judiciarisation aussi. Là. Bon, je ne ferai pas de procès d'intention, mais pourquoi, justement, actuellement, on ne peut pas intervenir plus tôt dans ce genre de situation? C'était quoi les risques d'intervenir plus tôt? Bien, on aurait souhaité pouvoir intervenir, mais les policiers et si on peut dire les juges ne peuvent pas intervenir en raison de la loi. S'il n'y a pas présence de danger grave et immédiat, à ce moment-là, la personne, elle est retournée chez elle, puis c'est le syndrome de la porte tournante. Mais je vais quand même reformuler la question autrement. Pourquoi avoir attendu si longtemps, donc, avant de changer la loi? Parce que ça me semble assez évident que dans ce genre de situation-là, on peut intervenir avant. Effectivement, il existe ailleurs
à travers le Québec. Si vous voulez, même près de nous, en Ontario, cette loi-là, elle a été modifiée. On a mis un tribunal spécialisé. On a prolongé la période d'évaluation et de garde pour faire en sorte que favoriser une certaine collaboration. Ça fait 35 ans que les familles réclament des changements à cette loi, mais jamais la porte n'avait été ouverte à ça. Il a fallu qu'une policière meure en fonction, dans le fond, pour qu'une demande de modification de la loi là, soit exigée. Bon, vous êtes donc favorable à ce projet de loi, mais il y a quand même des bémols, notamment là, les risques d'atteinte aux droits, l'évaluation qu'on va faire du danger grave, parce qu'il faut quand même l'établir dans le projet de loi. Mais il y a quand même donc certains bémols quand même. Il y a quand même des zones grises à tout ça, et c'est pour ça que la mise en application, elle ne se fera pas de façon... Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. En travaillant sur ce dossier-là, on s'est dit que minimalement, ça prendrait 1 an pour être capable peut-être d'amorcer le dit projet, parce qu'effectivement, il va falloir former des gens qui vont faire ces évaluations pour empêcher que ça dérape. Il faut bien comprendre aussi que nous, ce que l'on vise, c'est le droit aux soins, le droit à la dignité, le retour à l'autodétermination le plus rapidement possible. Pour nous, dès que la personne a retrouvé ses capacités de jugement, on souhaite qu'elle puisse prendre ses propres décisions. Alors, c'est pour ça aussi que dans ce projet-là, on parlait, dans le fond, qu'il soit possible d'établir un plan d'urgence avec la personne pour qu'elle puisse nous dire au moment où elle sera moins bien, qu'est-ce qu'elle souhaiterait qu'on puisse faire pour elle. C'est ça. Mais j'imagine que ça doit faire partie d'une espèce de manque d'investissement dans les services communautaires, dans la formation des gens. Ça aussi, il va falloir s'y attaquer pour régler le problème. Effectivement, à Cap Santé mentale, actuellement, je sais que notre directeur est en train de négocier avec les gouvernements pour la mise en place d'un programme Crise Famille. C'est un programme qui existe déjà dans une autre partie de la Montérégie, mais aussi du côté de Montréal, c'est-à-dire qu'il y a des intervenants qui sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour intervenir lorsqu'il y a une situation de crise, favoriser les échanges entre les différents intervenants et la plupart du temps, éviter la judiciarisation, éviter l'application aussi d'une évaluation contre le gré. Donc, nous, ce qu'on vise aussi avant tout, c'est l'amélioration des services, l'amélioration de l'accès, l'amélioration aussi à l'information, parce que vous savez qu'actuellement, lorsqu'il y a une situation de crise, dans une même maison, on peut se retrouver avec le patient, la famille, une travailleuse sociale, un policier. Tout ce bon monde sont dans la même pièce, mais personne n'a le droit de se parler. Alors... Donc, améliorer donc les techniques d'intervention, mieux former les gens justement pour faire face à ce genre de situation. Oui. Avant l'entrevue, on en parlait, ça fait à peu près 3 ans là, que vous travaillez sur ce projet de loi-là, pas insister, mais que vous avez des dialogues avec le gouvernement pour finalement en venir au dépôt de ce projet de loi. Comme je le mentionnais, il ne reste que 4 jours. Ce serait fort étonnant que ce projet de loi soit adopté. On le souhaite tous, mais est-ce que vous sentez quand même un appui, si jamais il y a un changement de gouvernement, est-ce que vous sentez quand même un appui des autres partis à l'Assemblée nationale, ce projet de loi? Lorsqu'on s'est présenté à l'Assemblée nationale, ça semblait ne pas vouloir se présenter comme une opposition transpartisane. Il ne semblait pas là, avoir de difficultés à ce niveau-là. C'est sûr que quand 44 amendements sont proposés à une loi, je peux comprendre que certaines personnes veulent prendre le temps, mais aussi il peut y avoir des stratégies politiques à l'arrière de tout ça. Bien évidemment, nous, avec la coalition dans laquelle on faisait partie, Cap Santé mentale, où il y avait présence de la Fédération des médecins psychiatres du Québec, la Sûreté du Québec, il y avait le tribunal administratif du Québec qui était présent, il y avait des chercheurs, il y avait des travailleurs sociaux, il y avait même des personnes atteintes de la maladie qui étaient avec nous sur cette coalition-là, qui réclament que l'on puisse les aider lorsqu'ils ne sont pas bien. On va poursuivre le combat et ça fera sûrement partie des discussions lors de la prochaine campagne électorale, évidemment. Parce que tout est bien documenté. Là, on l'a vu en commission parlementaire. Tout est bien documenté. Le projet de loi est nécessaire, mais évidemment, il faut passer par toute
tout le cheminement politique, et c'est Oui. ça qui est jamais facile. C'est un enjeu. Ouais. Bon, je le mentionnais aussi, vous êtes présidente donc de Entourage Santé Mentale. Donc, peut-être nous parler un peu de la situation dans le Haut-Richelieu. Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que on se documente mieux? Est-ce que les gens réagissent mieux à ça? Peut-être nous dresser un portrait de la situation. OK. C'est sûr qu'avec l'arrivée de notre projet jeunesse, il y a un peu plus de 2 ans, ça a fait en sorte qu'on a rejoint une population plus jeune, c'est-à-dire les 14-25. On a une intervenante jeunesse qui a rencontré plus de 1500 jeunes l'an dernier. Elle s'est déplacée dans les écoles, les maisons de jeunes, le cégep, partout où elle pouvait les rencontrer. Donc, on est en train de sensibiliser de cette façon-là la population. Également, on s'est ouvert aux gens d'affaires. On est allé en entreprise pour parler de ce qu'est la santé mentale. Qu'est-ce qu'être un proche aidant? Qu'est-ce qu'il y a de disponible aussi pour aider ces gens-là? Parce qu'on sait qu'au niveau du réseau de la santé, malheureusement, ils sont débordés et ce n'est pas un service qui est offert, l'aide aux proches. Donc, c'est dans la communauté là, qu'on retrouve ces services-là. Ouais. Cette année, dans le cadre de notre 35e aussi, on a fait des présences populaires, si on veut. On a donné 2 conférences qui ont très bien fonctionné. On voit que les gens ont de l'intérêt. C'est ça. Pour s'informer. Parce que ce n'est pas une situation qui est facilement détectable. Il y a des maladies que l'on peut constater de nous-mêmes, mais la santé mentale, est-ce que c'est encore tabou d'en parler? Oui, c'est quand même très tabou et souvent, quand je l'aborde, je dis on en a tous une santé mentale. Elle va plus ou moins bien à certains moments de notre existence. Il y a beaucoup de tabous et de stigmatisation, mais de moins en moins. OK. Ça fait partie des discussions. Je me rends compte que même nos 3 enfants là, qui sont dans la trentaine abordent ces sujets-là avec plus d'ouverture et de simplicité. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'aide pour ces personnes-là? Est-ce que les personnes s'ouvrent plus facilement aujourd'hui? Je pense que oui, les personnes s'ouvrent plus facilement, mais encore là, les gens qui viennent chercher de l'aide en entourage santé mentale n'ont pas toujours envie d'être mis sur la sellette. Hein? Trouver un porte-parole pour un tel organisme, c'est pas toujours évident non plus. L'an dernier, on a accompagné plus de 700 personnes quand même qui sont venues en entourage santé mentale. Vous savez, c'est 3500 requêtes d'ordonnances de traitement qui sont faites par année au Québec. Donc, en entourage santé mentale, on a accompagné 13 familles et proches dans la dernière année qui ont souhaité faire ce genre d'intervention. On va souhaiter donc que ce projet de loi 23 soit adopté, si ce n'est pas dans cette session parlementaire, à tout le moins dans le cadre de la prochaine session gouvernement de la CAQ ou pas, parce que c'est un projet de loi important. Merci d'être venu nous en parler. Ça me fait plaisir. Et puis, si je reviens vous revoir, j'espère pouvoir vous en parler positivement. Ben, oui, j'espère, oui, effectivement. Merci. On fait une courte pause et tout de suite après, on parle d'un spectacle qui aura lieu au Pôle culturel de Chambly. On va rendre hommage à une très grande artiste de l'histoire de Chambly. À tout de suite. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Le 20 juin prochain aura lieu au Pôle culturel de Chambly un concert-spectacle Emma Albany et compagnie, et ça va se faire dans la salle Emma Albany. Pour nous en parler, et c'est organisé par l'Atelier lyrique de Chambly, on a la présidente et directrice artistique de l'Atelier lyrique de Chambly, Mme Christiane Fournier. Mme Fournier, bonjour. Bonjour. Bon, d'abord, parlez-nous d'Emma Albany. Emma Albany, en fait, c'est notre héroïne locale. C'est un peu un phénomène, mais malheureusement, elle est trop peu connue. C'est une petite fille qui est née en 1847 à Chambly et elle était douée d'un talent extraordinaire.
En fait, elle avait une voix merveilleuse. Elle est née de parents musiciens, Joseph Lajeunesse et Mélina Mignot. Et cette petite fille-là, son père s'est rendu compte qu'elle était vraiment talentueuse et il a tout fait, il a tout mis en œuvre pour la pousser et pour, comment je dirais, l'enligner vers une carrière internationale. Ce qu'elle a eu d'ailleurs, hein, une carrière internationale. Ce qu'elle a eu d'ailleurs, oui, en fait, elle a précédé Céline Dion au niveau de la popularité à une époque où il n'y avait même pas d'avion, là. Elle est devenue même l'amie intime de la reine Victoria. Bon. Fait que c'est pas rien. Non, non, c'est ça. Et pourquoi, selon vous, elle n'a pas eu la consécration que plusieurs vedettes de ce genre-là ont eu après leur carrière? Ça, c'est un petit peu inconnu. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il faut dire qu'à la fin de sa vie, Emma Albany a connu un revers de fortune, ce qui fait que c'est peut-être une des raisons. Mm-hmm. Mais ça, c'est peut-être les historiens qui pourraient vous répondre à cette question-là plus précisément. Là. Exact. Donc, comme je mentionnais, donc, quand on a ouvert le pôle culturel de Chambly, donc, la salle de spectacle a été baptisée, donc, salle Emma Albany, en son honneur. Oui. Ça doit être quand même particulier de présenter ce genre de spectacle-là dans la salle Emma Albany, hein? Oui, en fait, il faut dire que le fils d'Emma Albany a fait un legs à la ville de Chambly de tous les artefacts, de plusieurs objets et documents qui appartenaient à Emma Albany. Donc, on est un petit peu les récipiendaires de tout ça. Ce qui fait que, puis, Albany, c'est notre héroïne locale. Ce qui fait que nous, avec le spectacle, on veut la faire connaître, premièrement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent la salle Emma Albany sans savoir qui elle était. Ça fait qu'on veut la faire connaître. Puis, en même temps, bien, on veut que les gens de Chambly et la région se la réapproprient. Parce que c'est pas rien, ça, ce qu'elle a fait. Hein. Exactement. Anecdote personnelle, je travaille préposé à l'accueil à la salle, au pôle culturel, et je me faisais poser la question. Donc, j'avais fait mes recherches, donc je connaissais Emma Albany. Et effectivement, beaucoup de gens me posaient la question, qui est Emma Albany? Et avec mes réponses, bien, ils ont pu découvrir justement l'impact qu'elle avait. Et d'ailleurs, lorsqu'un spectacle commence à la salle au pôle culturel, pour ceux qui iront pour une première fois prochainement, vous allez entendre d'ailleurs, lorsque le spectacle est sur le point de commencer, on va entendre la voix d'Emma Albany qui lance un peu la soirée. Puis d'ailleurs, au pôle culturel de Chambly, il y a un espace Albany aussi. Oui, exact. Avec la harpe de son enfance et différents documents et cadeaux qui lui ont été donnés par la reine Victoria, entre autres. Bon, c'est ça. Vous l'avez mentionné, c'est un peu votre Céline Dion là, à Chambly. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, c'est ça. Puis on voudrait que les gens se la réapproprient puis qu'ils soient fiers, justement, de cette Chamblyenne-là qui a autant réussi dans la vie. Là. Bon. Donc, on comprend par l'ampleur de sa carrière que ça prenait un spectacle pour lui rendre hommage. Exact. Pourquoi le présenter cette année et qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce spectacle-là? Bon, le spectacle, en fait, premièrement, c'est une narration. Il y a l'historienne et romancière Louise Chevrier qui va raconter la vie d'Emma Albany, mais de façon, pas de façon statique, mais de façon très animée. Mm-hmm. C'est-à-dire que le spectacle va être divisé en 10 scénettes qui représentent des moments importants de la vie d'Emma Albany. On la voit, entre autres, toute petite avec son père et sa sœur Cornelia, qui était pianiste. Aussi, on va voir les petites chanteuses. On la voit évoluer tout au long du spectacle à travers 10 scénettes avec costumes, décors, mise en scène, tout ça. C'est pour ça qu'on parle plus d'un concert-spectacle qu'un concert en particulier, parce que ce sera beaucoup plus que de la musique et du chant qu'on va entendre, c'est ça? Hein? Oui, en fait, il va y avoir même des quiz où les gens vont, les gens vont être questionnés sur leur connaissance d'Emma Albany et sur les éléments de la ville qui sont reliés à Emma Albany. Bon. Donc, c'est l'atelier lyrique qui va la présenter. On est en 2026. La salle a été ouverte un peu avant la pandémie. Il y a eu la pandémie. Oui. Bon, on aurait pu le faire plus tôt. Est-ce que c'est des conditions, des contraintes qui ont fait en sorte qu'on présente ce genre de spectacle-là cette année, ou l'ampleur du spectacle faisait en sorte qu'il fallait prendre le temps de le faire? Non, en fait, on a déjà présenté des petits spectacles d'Emma Albany, entre autres pour l'ouverture, mais comme le pôle n'était pas prêt au niveau de la technique, on l'avait présenté à Saint-Jean, à la SPEC. Puis, on a eu différents événements lors des Journées de la culture, des événements extérieurs. Et l'année dernière, Louis Chevrier et moi avions monté un petit spectacle, justement, une petite conférence où je chantais 6 airs qui avaient rendu Albany célèbre.
Puis Louise continue avec son histoire. Mais cette année, ce qui est spécial, c'est qu'on a eu une bourse de 2 000 $ du Conseil des arts du Québec, ce qui a aidé amplement là, à financer l'événement. Donc, c'était vraiment le bon moment pour le lancer, puisqu'on avait enfin les finances, parce que ce n'est pas des spectacles faciles à vendre quand il s'agit d'opéra. Il faut vraiment y mettre le paquet, il faut y aller avec la publicité. Et malheureusement, nous, étant un organisme à but non lucratif, les frais publicitaires sont élevés pour nous, ça mange tous nos profits. Oui, tout à fait. Mais cette année, avec l'aide du Conseil des arts du Québec, du Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALQ, ça nous a aidés énormément. Est-ce que la réaction est bonne jusqu'à maintenant, depuis qu'on a annoncé ce spectacle-là? Oui, ça va bien. Là. On a, disons, je dirais qu'on a un peu plus que le quart des billets de vendus. Là. Ça va bien. Il faut mentionner aussi que le soutien de la Ville de Chambly depuis des années. Nous, on existe depuis 2007. On a été incorporé 2 ans plus tard. Puis, la Ville de Chambly a toujours soutenu nos efforts, de même que les députés provinciales et fédérales. On a Desjardins aussi qui nous aident énormément. Fait qu'on a de l'aide comme ça fait que ça nous aide beaucoup. Oui, c'est ça. Mais qu'on aime ou non l'opéra, je pense que ce spectacle-là est un peu un incontournable, surtout pour les résidents de Chambly, pour connaître un peu cette grande vedette qui est probablement la vedette musicale la plus importante de Chambly. Oui, mais ce qui est intéressant aussi pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'opéra, c'est que chaque air est remis dans son contexte. C'est-à-dire qu'il y a une présentatrice qui raconte l'opéra en question. Admettons que je présente l'opéra Faust. Faust, c'est l'histoire d'un vieillard, un savant, qui a perdu sa vie en recherche. Puis finalement, il cherche un élixir pour la jeunesse, pour retrouver sa jeunesse, disons, et il fait appel à Satan. Bon, bien, ça, puis là, il y a toute une histoire d'amour qui se déroule à travers ça, avec beaucoup de drame. Ce qui fait que j'ai une présentatrice qui va raconter, qui va faire le résumé de l'opéra, si on peut dire. Puis, après ça, elle va dire, OK, voici, on est rendu à tel endroit de l'action, voici ce qui se passe. Fait que là, il peut y avoir 4 airs d'opéra qui sont présentés. Donc ceux qui ne sont pas des habitués de l'opéra vont quand même comprendre ce qui se passe et ils peuvent passer une très, très bonne soirée. Là. Oui, puis la plupart des opéras qu'on va présenter, on présente, à travers les 10 scénettes, on présente des extraits de 4 opéras différents, puis plus autre chose séparément. Là. Puis la majorité des opéras, ce sont des opéras français. Ce qui est très bien, les gens vont comprendre. Moi, j'insiste auprès de mes chanteurs au niveau de la prononciation, de l'élocution, pour que les gens comprennent du mieux possible. Bon. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai des chanteurs de tous âges et de toutes catégories. C'est-à-dire, j'ai des élèves, j'ai Emma Albani, enfant, avec sa sœur Cornelia, qui va l'accompagner au piano. C'est ça, au début, ils ont 8 et 9 ans, les 2 petites. Ensuite, j'ai Albani qui évolue dans la vie jeune femme, un peu plus âgée. Et c'est ça. Et je fais intervenir, pourquoi je mets et compagnie, c'est qu'Albani a évolué à travers tout un monde de chanteurs et de compositeurs. Et il y a des gens, justement, des chanteurs, la Patti, la Melba, Gradiani, qui ont justement évolué avec elle, qui ont partagé la scène avec elle. Donc, je les fais intervenir aussi. Puis ils sont en costume d'époque aussi, qui est intéressant aussi, là. Oui. On fait même, au début, on a même un karaoké. Bon. Les gens. Il y en aura pour tous les goûts, dans le fond. Oh mon Dieu, oui, je pense que les gens vont beaucoup s'amuser. Puis les quiz sont drôles. Bon, parfait. Donc, parlons un peu de l'atelier lyrique que vous dirigez. Ça fait une vingtaine d'années. Je pense que ça a même été inspiré par Emma Albani. En fait, ma mère faisait partie du chœur Albani quand elle était plus jeune. Quand nous sommes arrivés à Chambly, j'avais 12 ans. Puis, c'était dirigé, je pense, par un monsieur Desmarais. Puis, elle m'avait raconté l'histoire de cette chanteuse-là, parce que monsieur Desmarais lui avait raconté ça. Puis mes parents, il faut dire qu'ils étaient amateurs d'opéra aussi. Ce qui fait que moi, quand je suis partie de Chambly à un moment donné, je suis revenue, puis je me suis acheté une maison. Et après ça, il y a des gens qui m'ont dit, « Bien, Christiane, il n'y a rien à Chambly, il n'y a plus de chorale, il n'y a rien. Pourquoi tu ne démarrerais pas quelque chose? » Ça fait que j'ai démarré l'atelier lyrique de Chambly. J'ai chanté depuis mon enfance. J'ai toujours poursuivi ma carrière, ma formation en communication et en chant. Puis, j'ai démarré ça tranquillement. On était 2 pianistes, 2 chanteuses. Puis, ça a grossi, fil en aiguille. On a eu des partenariats avec l'Opéra de Montréal à plusieurs reprises aussi. On a présenté déjà une fois à Albany, à l'Église Saint-Joseph, en 2010.
Ça avait été un spectacle à grand déploiement. On avait au-dessus de 250 personnes. C'était animé par le musicologue Pierre Vachon aussi, qui était déguisé en personnage d'époque aussi. Là. On avait même notre belle reine Victoria, qui va être présente aussi ce soir-là. Oui, c'est ça. Mais ce que je voulais, j'ai sauté un petit bout, là. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'au niveau des chanteurs, j'ai des chanteurs qui sont de mes élèves, des petites et des adultes, et j'engage aussi 5 ou 6 chanteurs professionnels de la relève. C'est-à-dire, c'est des gens, il y a beaucoup de chanteurs très talentueux qui sortent de l'université puis ils n'ont pas d'endroit, ils n'ont pas d'occasion pour chanter. Fait que nous, notre premier mandat, premièrement, c'est de faire connaître l'opéra aux gens de Chambly et la région. Et deuxièmement, assurer une scène pour les chanteurs de la relève. Bon, c'est ça. Mais votre travail dans le quotidien, donc à l'atelier lyrique, donc c'est un peu démocratiser l'opéra, dans le fond, que vous souhaitez faire. Hein? Oui, c'est de faire connaître et aimer l'opéra aux gens de la région. Oui, c'est pour ça. Puis moi, mon métier, j'enseigne le chant et le piano chez moi. Là, je diminue tranquillement les élèves. Je me concentre davantage sur les gens qui veulent participer au spectacle. Là. Mais c'est mon travail au quotidien. Et au niveau de la télé lyrique, je fais tout. Je fais le design de mes programmes, de mes affiches. Je m'occupe de la billetterie, je m'occupe de plein de choses. En tout cas, c'est ça. J'ai beaucoup de chapeaux. Ouais. Mais à l'atelier lyrique, est-ce que vous touchez autre chose que l'opéra? Est-ce que vous faites d'autres styles? Les concerts de Noël, où on fait tous les styles aussi. Il arrive aussi qu'il y a des... on a déjà vu un spectacle il y a quelques années j'essaie de retrouver le nom. Silence, je chante. Okay. Et ça faisait appel à différents airs, justement. Puis c'était un concours où il y avait une directrice d'école de chant très sévère qui voulait faire participer ses élèves à un concours. Puis, en tout cas, les élèves se présentaient sur scène dans une classe de maître. Puis là, il y avait un jury. Puis là, il y avait différents airs qui étaient abordés, autant du populaire que du classique. Il y avait des airs de Fantôme de l'opéra. Il y avait des airs de la complainte de la chanteuse automate que j'ai même chantée. Ah oui, bon. Bien, il faut dire que les chanteurs lyriques peuvent, de par leur formation, peuvent chanter n'importe quoi. L'inverse n'est pas possible. N'est pas nécessairement vrai. Non. Donc, 20 juin prochain, donc, au Pôle culturel de Chambly, à la salle Emma Albany, le concert-spectacle Emma Albany et compagnie. Merci beaucoup, Mme Fondier, d'être venue nous en parler. Bon succès au spectacle. Merci, ça m'a fait plaisir. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Au revoir.